Mon père a dit que, cette année, il ne voulait pas de raté à Noël et n'inviterait que ma sœur. 2 semaines plus tard, le prétendu raté qu'il méprisait a réuni toute la famille dans son chalet dans les Alpes. Devinez qui a fini par supplier pour avoir une invitation. Mon père a toujours eu une façon bien à lui de vous faire sentir que vous étiez de trop. Ce matin-là, peu après l'aube, le téléphone a vibré sur le comptoir de la cuisine. C'était un message de sa part: cette année, nous ferons un Noël plus tranquille. Sans les crève-la-faim. Seule ta sœur viendra avec sa famille. Je suis resté à fixer l'écran quelques secondes, comme si mes yeux avaient besoin de confirmer ce qu'ils savaient déjà. Puis j'ai répondu: compris. Passez un bon moment. Sec. Sans émotion. Le genre de réponse qui feint l'indifférence, mais qui au fond laisse une pointe lente dans la poitrine. J'ai posé le téléphone sur la table et j'ai laissé le silence emplir la pièce. Encore la même histoire: Violette, la fille brillante, parfaite depuis le berceau, et moi, Théo, le fils invisible, celui qui n'arrivait jamais à trouver sa place. La première fois que j'ai compris mon rôle dans cette histoire, j'avais 13 ans. J'avais gagné un concours régional de robotique avec un petit prototype capable de déplacer des blocs par commande vocale. C'était rudimentaire, certes, mais pour un garçon avec du cambouis sur les mains et une table de garage comme laboratoire, c'était un exploit énorme. Je suis entré en courant dans le salon, le diplôme à la main, le cœur battant comme si j'avais découvert quelque chose que le monde devait voir. Papa, maître Réginald Lemaire, a à peine levé les yeux de son journal. C'est bien, Théo. Et sans changer de ton, il a ajouté: au fait, le solo de Violette hier soir a été un succès. Son professeur dit qu'elle pourrait auditionner pour le Conservatoire de Paris. Maman, Florence Lemaire, a réagi comme si on venait d'annoncer la paix dans le monde. Oh, il faut enregistrer ça pour son dossier. Mon diplôme a fini sous une pile de papier. Quelques jours plus tard, je l'ai jeté moi-même. Des années plus tard, j'ai réessayé. J'ai construit un drone à partir de rien avec des pièces de vieux jouets. Il volait, obéissait à des ordres de base. J'ai appelé maman pour le lui montrer. Elle l'a regardé décoller, a à peine souri et a dit: c'est mignon, Théo. Au fait, savais-tu que l'équipe de débat de Violette s'est qualifiée pour les championnats nationaux? Nous allons voyager pour la voir. Cette fois-là, ce n'est pas le manque de reconnaissance qui m'a blessé, mais la confirmation de quelque chose que je soupçonnais depuis longtemps: Violette pouvait éternuer et ils en feraient une épopée familiale. Moi, je pouvais inventer la téléportation qu'il me demanderait de baisser le volume parce qu'elle avait une répétition. Mais le souvenir qui m'a le plus marqué est arrivé un peu plus tard. J'étais dans le garage, au milieu des câbles et des outils, en train d'ajuster un robot à roues qui suivait des signaux lumineux. Tout était couvert de composants, de lumière clignotante, de bruit. Violette est entrée distraitement, consultant son téléphone, enveloppé dans une énorme écharpe. Je l'ai prévenue: attention, il y a des câbles. Elle n'a pas écouté, a trébuché et est tombée. Elle a crié comme si on lui avait tiré dessus. Papa est apparu en quelques secondes. Qu'est-ce que tu as fichu, Théo? Je lui ai dit de regarder où elle mettait les pieds. Tu aurais pu la blesser gravement. Regarde ce désastre, a-t-il rugi. Maman est entrée en exagérant chaque geste. On l'emmène aux urgences. C'en est fini. Ce soir-là, Réginald est entré dans ma chambre avec une boîte vide. Donne-moi tout. Outils, câbles, n'importe quoi. Assez de tes inventions ridicules. Il a emporté mes affaires comme si c'était de la contrebande. Il m'a aussi supprimé mon argent de poche pour que j'apprenne la responsabilité. 2 jours plus tard, Violette a reçu de nouvelles bottes pour lui remonter le moral. Depuis ce jour, j'ai arrêté de construire. Chaque fois que j'avais une idée, j'entendais sa voix dans ma tête répéter: tu peux te ridiculiser en dehors de cette maison, mais pas ici. Alors j'ai cessé d'essayer. Quand j'ai été accepté à l'école polytechnique, j'ai cru que ça changerait tout. J'ai pensé qu'il me dirait enfin quelque chose comme: nous sommes fiers de toi, mais non. Papa a juste commenté: tu es sûr de ce truc avec les ordinateurs? Et maman a ajouté: ta sœur obtient son diplôme la même semaine. On verra si on peut venir. Ils ne sont jamais venus. Violette m'a écrit un court message: félicitations, frérot. Je suppose que tu vas devenir un hacker ou un truc du genre maintenant. Ah. Rien de plus. La vie étudiante a été dure.
Tous mes camarades avaient du soutien, des contacts, des parents qui appelaient le dimanche. Moi, j'avais un placard rempli de soupes instantanées. Quand j'appelais à la maison, ils étaient toujours occupés avec les réussites de ma sœur, tournois, promotions, le mariage avec Romain, son fiancé, ce type qui déjeunait avec des boutons de manchette et parlait comme si le monde tournait autour de lui. Le jour du mariage était une mise en scène de film, 300 personnes, de la musique à cordes, des lumières partout. J'imaginais qu'au moins, en tant que son frère, on me laisserait être parmi les témoins. Mais non. Romain avait ses cousins, ses amis de promo, même son entraîneur de tennis. Moi, on m'a donné une lampe de poche. Tu es doué avec les câbles, a dit mon père. Aide le technicien lumière. Alors je l'ai fait. J'ai passé toute la nuit sous les tables à vérifier les connexions pendant que ma sœur se pavanait dans sa robe blanche, telle une reine en exil. De temps en temps, quelqu'un s'approchait de mes parents. Vous devez être si fiers. Et il hochait la tête avec de larges sourires, heureux d'être les protagonistes d'un succès qui n'était pas le leur. Quand Violette a fait son discours, maman a pleuré et papa a filmé sous tous les angles possibles. Je les regardais depuis l'ombre, invisible, les mains couvertes de poussière. Au moment de partir, il parlait déjà des destinations de lune de miel avec les parents de Romain, et ce fut la dernière fois que je les ai vus avant le message de Noël. Je doute que quelqu'un ait même remarqué mon départ. Pendant des années, je me suis déplacé parmi eux comme un invité silencieux, quelqu'un qui occupait simplement des espaces sans attirer l'attention. Le seul qui ait jamais pris la peine de me parler vraiment était mon oncle Maurice Lemaire, le frère cadet de mon père. Il était l'opposé de mes parents, calme, avec un sarcasme bienveillant et une façon d'écouter qui vous faisait sentir exister. Après la cérémonie familiale, il s'est approché de moi, m'a tendu une bière que je ne voulais pas vraiment, mais que j'ai acceptée par politesse, et a dit « Ne le prends pas personnellement, gamin. Ils ont été comme ça toute leur vie. Ce n'est pas contre toi. Ils pensent que parler fort équivaut à réussir. » Cette phrase m'est restée. Ce n'était pas grand-chose, mais il m'a traité comme une personne, pas comme un accessoire dans le spectacle de Violette. À partir de là, j'ai commencé à garder mes distances. Les réunions de famille, les anniversaires, les fêtes, tout est devenu répétitif, comme si chaque année était une copie de la précédente. Les appels se sont faits plus courts, les conversations plus froides. J'envoyais des messages avec des nouvelles de ma vie, mais la plupart restaient sans réponse. Si je ne mentionnais pas Violette, le dialogue mourait en moins d'une minute. Durant ma 3e année à l'école, juste avant les vacances de la Toussaint, j'étais sans le sou. Je travaillais à mi-temps à réparer des ordinateurs dans les résidences universitaires, mais le loyer avait englouti mon dernier salaire. Les billets de train étaient hors de prix, alors j'ai pris une grande inspiration et j'ai appelé à la maison. « Salut, les billets sont très chers cette année. Pensez-vous que vous pourriez m'aider un peu pour que je puisse venir ?» Il y a eu un silence. Puis j'ai entendu la voix de mon père. « Ne t'inquiète pas, Théo, ça ne change rien que tu viennes ou non. On se verra à Noël, peut-être. » Il l'a dit avec ce ton distant qu'il utilisait quand il voulait paraître aimable sans vraiment le ressentir. Je suis resté assis sur mon lit de chambre d'étudiant, fixant le téléphone sans savoir s'il fallait rire ou être en colère. Bien sûr, c'est logique, ai-je murmuré avant de raccrocher. Quand la Toussaint est arrivée, le campus était vide. Il ne restait que moi, un étudiant étranger du couloir et le bourdonnement constant du distributeur automatique dans la salle commune. J'ai acheté des nouilles instantanées et je les ai mangées devant mon ordinateur portable. Par curiosité, j'ai ouvert les réseaux sociaux. Ils étaient là, ma mère, mon père, Violette, Romain et tous les autres, devant une table décorée comme dans un magazine avec leur dinde dorée et la légende, la famille, c'est tout. J'ai laissé échapper un rire bref, sans joie, de ceux qui sortent quand la poitrine se serre et que vous ne savez plus quoi ressentir. Je n'attendais pas grand-chose d'eux, mais voir ça m'a fait plus mal que je ne l'ai admis. Ce n'était pas seulement qu'ils m'avaient oublié, c'était que je ne comptais pas, comme si j'étais une fonction optionnelle qu'ils pouvaient activer ou désactiver selon l'occasion. Ce soir-là, j'ai ouvert un de mes projets de programmation. Entre les lignes de code et les tasses de café, je me suis promis qu'un jour, je réaliserais quelque chose de grand, non pas pour le leur prouver, mais pour me prouver à moi-même que j'en étais capable. Tout en mangeant ces pâtes bon marché et en voyant ma famille poser sur des photos sans même remarquer le siège vide, j'ai compris une chose, mon invisibilité n'était pas un accident, c'était leur décision. Après avoir obtenu mon diplôme de Polytechnique,
j'ai déménagé à Paris avec une valise, un ordinateur portable qui s'éteignait s'il n'était pas branché et une offre d'emploi qui payait moins que ce que Violette dépensait pour une coupe de cheveux. J'ai rejoint une petite entreprise de cybersécurité dans le centre-ville. Ils aimaient dire que c'était un environnement au rythme rapide, ce qui signifiait en réalité oublie tes week-ends. Le travail n'était pas horrible. Je m'occupais des pare-feux, des correctifs réseau, de la maintenance et des urgences techniques. J'étais le genre d'employé qu'on appelait quand quelque chose plantait. Et pour une raison quelconque, quelque chose plantait toujours. Je passais des nuits entières à réparer des serveurs pendant que mon patron s'en attribuait le mérite. Quand venaient les primes, il en recevait une et on me disait de continuer à faire des efforts. Après 3 ans de lever aux aurores, de nuits blanches et d'objectifs qui n'étaient pas les miens, j'ai compris que les comptes n'étaient pas bons. Je travaillais plus que ce que valait mon salaire. Alors en 2016, j'ai démissionné. Je me souviens d'être dans mon petit appartement, regardant l'email de démission avant de l'envoyer, en pensant, bon, allons-y. J'ai fondé ma propre entreprise, Centria, une société de sécurité informatique née dans mon salon. J'avais un bureau, une cafetière qui faisait plus de bruit que de café et une détermination qui frisait la folie. Les premiers mois ont été un chaos. Je rencontrais des clients dans des cafés ou des halls d'hôtel, prétendant que mon entreprise était beaucoup plus grande qu'elle ne l'était en réalité. J'installais des systèmes de sécurité pour de petites entreprises, des cabinets médicaux et des entrepreneurs. Je passais 14 heures par jour à programmer, je mangeais à peine et je m'efforçais de donner l'impression de ne pas être seul. Et pendant un certain temps, ça a fonctionné. L'argent a commencé à arriver lentement. J'ai cru que c'était peut-être ma véritable chance, mais un contrat a mal tourné. Un client a prétendu que ma mise à jour avait endommagé son système de paiement et a cessé de payer. Il a menacé de me poursuivre en justice et bientôt, 3 autres clients ont exigé des remboursements que je ne pouvais pas couvrir. Les factures se sont accumulées, le loyer a pris du retard et je suis passé de jeune entrepreneur au type qui pourrait perdre son ordinateur portable pour des dettes. J'ai commis une erreur. J'ai appelé mes parents. Ma mère a répondu avec son ton faussement inquiet. Théo, tu aurais dû mieux y réfléchir. Les affaires, c'est risqué. Oui, maman. J'ai compris, ai-je répondu en essayant de paraître calme. J'ai juste besoin d'un petit prêt. Je le rembourserai vite. Mon père a pris le téléphone. Pourquoi ne te trouves-tu pas un vrai travail? Ta sœur Violette a une carrière stable. Tu devrais prendre exemple sur elle. Je me suis frotté la tempe en contenant ma rage. Je n'ai pas demandé de conseil, papa. Juste un prêt. Tu as fait tes choix, Théo. Maintenant, assume-les. Et la conversation s'est terminée là. Désespéré, j'ai composé le numéro de Violette, qui exerçait déjà comme avocate. J'ai pensé qu'elle pourrait au moins m'orienter. Elle a répondu à la 2e sonnerie avec un bruit de bureau en fond. Théo, ça va? Des problèmes juridiques, a-t-elle demandé en riant. Plus ou moins. Un client me poursuit pour rupture de contrat. J'ai juste besoin que tu m'indiques. Waouh, on te poursuit déjà. Tu n'as pas duré longtemps, hein, m'a-t-elle interrompu en riant. Je ne peux pas t'aider. Et ne me rappelle plus pour ce genre de choses, j'ai de vrais clients. Elle a raccroché et c'est là, dans ce silence après la tonalité, que j'ai définitivement compris que dans leur monde, j'avais toujours été dispensable. Je suis resté à fixer l'écran du téléphone, immobile, les muscles tendus et la mâchoire serrée. Pendant une minute entière, la seule chose que j'ai entendue fut le bourdonnement du réfrigérateur et le léger cliquetis de la pluie contre la fenêtre. J'ai dû me retenir de ne pas jeter le téléphone par terre. Je savais que le casser ne changerait rien, mais à ce moment-là, cela me semblait le seul moyen de libérer ma frustration. Une semaine plus tard, une lettre d'une agence de recouvrement est arrivée, puis une mise en demeure de mon propriétaire pour le retard de paiement. Cette nuit-là, je me suis retrouvé au milieu de mon appartement, entouré de tasses de café vides, de papier froissé, de contrats imprimés et de l'odeur rance de l'anxiété. L'air semblait lourd et ma tête était un tourbillon de pensées. Tout menait à la même conclusion, peut-être que pour la première fois de ma vie, j'avais complètement détruit mon avenir. Il ne me restait pas beaucoup d'options. J'avais épuisé mes contacts, ma patience et mon compte en banque. Mais il me restait un dernier numéro. J'ai composé celui de mon oncle Maurice.
Il a répondu à la deuxième sonnerie. Théo, qu'est-ce qui se passe? On dirait que tu as avalé une pile, a-t-il plaisanté avec ce ton sec qui mêlait sarcasme et véritable inquiétude. J'ai inspiré avec difficulté avant de tout déballer. L'entreprise s'est effondrée. Je suis à sec. Un client veut me poursuivre et mes parents, eh bien, ils me voient comme la risée de la famille. Il y a eu un bref silence. Je pensais qu'une leçon de morale ou une critique de plus allait suivre, mais au lieu de cela, Maurice a parlé avec un calme inattendu. Tu n'es pas perdu, mon neveu. Tu as juste pris de l'avance. On se plante tous avant d'apprendre à atterrir. Ces mots m'ont pris par surprise. Personne ne m'avait jamais dit quelque chose comme ça, sans sarcasme ni condescendance. Il m'a demandé de tout lui raconter en détail, chaque clause, chaque erreur, chaque signature qui m'avait coulé. Je l'ai fait, honteux. Quand j'ai eu fini, il a répondu d'une voix ferme. J'ai un ami avocat de la vieille école. Il ne facture pas cher, mais il est honnête et il sait ce qu'il fait. Je vais lui demander de t'appeler demain. Et après une pause, il a ajouté, n'abandonne pas, Théo, tu es intelligent, mais tu t'entoures des mauvaises personnes. Je vais t'envoyer quelque chose pour que tu ne manques pas du nécessaire. J'étais sur le point de lui dire que ce n'était pas la peine, mais mon estomac vide et le bruit du réfrigérateur sans rien à l'intérieur ont été plus sincères que ma fierté. Quand on survit à base de biscuits de distributeur, la fierté ne paie pas le loyer. Le lendemain matin, j'ai vu le virement sur mon compte, juste assez pour garder les lumières allumées et l'espoir en vie. L'avocat m'a contacté, a examiné le dossier et en moins d'une semaine, il a réussi à régler le litige discrètement. Quand j'ai appelé Maurice pour le remercier, il a simplement dit, maintenant que c'est réglé, arrête de te lamenter. J'ai des contacts qui pourraient apprécier tes compétences. Laisse-moi passer quelques appels. Pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un me parlait avec foi plutôt qu'avec mépris. Les mois suivants ont été un marathon. J'ai vendu le peu qu'il restait de mon ancien équipement. J'ai officiellement fermé Centria et j'ai commencé à aider quelques connaissances de Maurice sur de petits projets de sécurité informatique. Ce n'était pas glamour, mais ça me tenait occupé et me donnait un but. Chaque semaine, je lui envoyais un résumé de mes progrès et il répondait toujours la même chose, je te l'avais dit, gamin, continue d'avancer. Ce n'est que le début. Et pour la première fois depuis que j'avais reçu ce trophée de robotique, adolescent, j'ai commencé à croire que j'avais peut-être vraiment du talent. Un an plus tard, grâce aux relations de mon oncle, j'ai obtenu un poste de directeur dans une entreprise de sécurité informatique de taille moyenne en banlieue parisienne. Le salaire n'était pas spectaculaire, mais le travail était stable. J'avais une petite équipe sous ma supervision. Je m'occupais des systèmes et j'apprenais à la dure comment fonctionnait le monde réel, pas seulement le code, mais la partie sale des affaires, les budgets, les contrats, les clients qui demandaient des miracles impossibles. J'ai appris à vivre avec du café froid, des appels urgents à minuit et cette sensation constante que si je ne réparais pas le problème, personne ne le ferait. Je suis devenu un obsessionnel. J'arrivais avant tout le monde et je partais quand il n'y avait plus personne. Quand quelque chose plantait, je le réparais. Quand quelqu'un se figeait, je prenais les devants. En peu de temps, mon patron a commencé à m'appeler le nettoyeur et même si l'étiquette n'était pas élégante, elle payait les factures. Mais il y avait quelque chose que je ne pouvais ignorer. Pendant que je travaillais pour maintenir le système à flot, les hauts dirigeants perdaient des heures à discuter des couleurs des présentations et de stratégies vides. Ils vendaient des solutions coûteuses qui fonctionnaient à peine et célébraient ensuite leur succès. Je voyais les failles de sécurité qu'ils ignoraient et je sentais la frustration grandir en moi. 3 ans plus tard, en 2020, j'ai atteint ma limite. Lors d'une réunion, un vice-président a suggéré de résoudre une fuite de données en supprimant simplement les enregistrements. Ce fut la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Le soir même, j'ai rédigé ma démission, je l'ai envoyée par email et j'ai fermé l'ordinateur sans attendre de réponse. J'ai ouvert un nouveau dossier sur mon ordinateur portable et j'ai tapé le nom qui marquerait un avant et un après, Silpaz. Mon idée était de construire quelque chose de différent, de solide, de vraiment sécurisé, un système qui protégerait les petites entreprises et les hôpitaux sans leur exiger des budgets absurdes. Je n'avais ni investisseur ni plan de secours, juste un tas d'idées, du café instantané et la voix de Maurice résonnant dans ma tête, cette fois, ne te limite pas. Et je ne l'ai pas fait. J'ai loué un minuscule bureau au-dessus d'un vieux garage de mécanique. Le plancher craquait,
le chauffage faisait un bruit métallique et Internet plantait si quelqu'un éternuait à l'étage du dessous. Pourtant, j'ai senti que cet endroit était le mien. J'ai apporté mes tours, quelques serveurs d'occasion et un bureau acheté à bas prix sur Internet. Mon alimentation s'est réduite à des soupes en conserve et des nouilles instantanées. Je dormais peu, je mangeais mal et j'écrivais du code jusqu'à ce que mes paupières deviennent lourdes. Parfois, je me réveillais sur le clavier, le cou endolori et le sentiment que je faisais enfin quelque chose qui en valait la peine. 6 mois plus tard, j'ai réussi à obtenir la première version fonctionnelle. Elle n'était pas jolie, mais elle était rapide, efficace et sûre. J'ai envoyé des démonstrations à plusieurs entreprises et les réponses ont été cordiales, mais vides. Nous examinerons votre proposition. Il n'y avait pas de promesse, mais c'était au moins un début. Jusqu'à ce que tout parte en fumée. C'était un jeudi soir. Je passais des heures à déboguer un module pour un test avec un client potentiel quand les lumières ont clignoté. J'ai pensé que le vieux câblage du bâtiment faisait encore des siennes. 5 minutes plus tard, une odeur de plastique brûlé m'a fait me retourner. Du fond de la pièce s'élevait une colonne de fumée. Non, pas maintenant, ai-je crié en courant vers la prise. J'ai débranché le câble, mais le mal était déjà fait. La prise crépitait et une petite flamme a commencé à monter le long du mur. J'ai attrapé l'extincteur et j'ai déchargé tout son contenu, mais les flammes ont continué d'avancer. J'ai couru vers la porte, mais je me suis arrêté. Les serveurs, tout ce que j'avais construit, chaque ligne de code était là. Mon esprit me disait de courir. Mes jambes ont fait le contraire. Je me suis couvert le visage avec mon sweat et je suis retourné à l'intérieur. La fumée me brûlait les yeux. J'ai débranché l'équipement principal et j'ai essayé de le traîner dehors, mais j'ai trébuché sur une boîte et je suis tombé de tout mon poids sur le poignet. La douleur était si intense que j'ai failli crier. Quand j'ai réussi à sortir en titubant, les pompiers arrivaient déjà. Depuis le trottoir, j'ai observé le feu dévorer le petit espace qui avait été mon refuge. La chaleur me frappait le visage tandis que les flammes transformaient des mois d'efforts en une masse noire et fumante. Un pompier s'est approché. « Vous aviez une assurance ? » « Oui », ai-je répondu sans réfléchir. Plus tard, je découvrirai que ma police ne couvrait pas les incendies causés par des défaillances électriques. En d'autres termes, j'étais ruiné. Cette nuit-là, je suis resté dans la voiture avec les restes calcinés de l'équipement à côté de moi, un moniteur fondu, une tour brûlée et un serveur qui semblait sorti d'une zone de guerre. Pour la première fois depuis des années, j'ai envisagé d'abandonner. Peut-être que mes parents avaient raison. Peut-être que j'étais simplement un rêveur sans espoir. Puis le téléphone a vibré. Un message de Maurice. J'ai appris pour l'incendie. Tu vas bien ? Je lui ai tout raconté, sans filtre. 2 minutes plus tard, il a répondu « Donne-moi un jour. Je connais quelqu'un qui peut t'aider. » Le lendemain matin, il m'a appelé. J'ai un vieil ami, un ingénieur système à la retraite. Il vit presque isolé, mais c'est le meilleur pour récupérer des données. Je lui ai dit que tu en valais la peine. J'avais conduit près de 2 heures jusqu'à un petit village perdu entre les collines pour trouver cet homme dont tout le monde parlait comme s'il était une sorte de légende urbaine de l'informatique. Quand je l'ai vu, il semblait n'avoir pas vu la lumière du jour depuis des années, la peau pâle et des cernes qui racontaient leur propre histoire de nuit blanche. Mais ses mains, quand elles se sont posées sur mes disques durs calcinés, se sont mues avec une précision chirurgicale. Son laboratoire était un mélange d'ateliers improvisés et d'expériences de science-fiction, des câbles partout, des écrans allumés avec des lignes de code en mouvement, des pièces d'ordinateurs ouvertes comme des corps en chirurgie. « Donne-moi une semaine », m'a-t-il dit d'une voix rauque. J'ai hoché la tête sans espoir. C'était tout ce qui restait de Silpaz, le projet qui m'avait tout pris et qui, paradoxalement, m'avait sauvé. 5 jours plus tard, son appel est arrivé. Je n'ai pas tout récupéré, m'a-t-il prévenu quand je suis arrivé, mais assez. Je suis rentré chez moi avec les appareils tremblants entre mes mains, je les ai connectés et j'ai vu des fragments de mon travail réapparaître, comme un patient qui recommence à respirer. La moitié avait été perdue, mais le noyau était toujours là. C'était suffisant. J'ai passé les 3 mois suivants à reconstruire chaque ligne, combinant mémoire et notes éparses, sans repos, sans distraction, sans dormir, seulement l'obsession et le bruit constant du clavier. Et ça a fonctionné. Silpaz renaissait. Non seulement il est revenu, mais il est revenu meilleur, plus rapide,
plus stable, plus sûr. Le feu ne l'avait pas détruit, il avait brûlé l'inutile. Un mois plus tard, un email inattendu a tout changé. Un hôpital avec lequel j'avais tenté de négocier des mois auparavant voulait rouvrir les discussions. Puis un autre message est arrivé d'une chaîne de magasins de détail, et un autre encore. Quand j'ai finalement vu le premier contrat signé, je suis resté silencieux, observant l'écran avec un mélange d'incrédulité et de soulagement. J'ai composé le numéro de Maurice, mon oncle, le seul qui ne m'ait jamais tourné le dos. Il a répondu avec son humour habituel. On dirait que tu as gagné au loto ou que tu t'es fait arrêter. J'ai eu le contrat, Maurice, lui ai-je dit. Ma voix tremblait. Il y a eu un bref silence, puis son rire grave a rempli l'écouteur. Alors, ne t'arrête pas cette fois, mon garçon. Et je ne l'ai pas fait. Ce premier contrat a ouvert toutes les portes. En 6 mois, Silpaz est passé d'un projet personnel à une véritable entreprise. Les hôpitaux ont commencé à le recommander entre eux. Les chaînes commerciales recherchaient sa protection des données et même certains services gouvernementaux ont montré de l'intérêt. Le rythme était si brutal que j'ai dû embaucher quelqu'un juste pour gérer ma boîte de réception. Le premier fut Sébastien, un jeune homme brillant mais nerveux qui me rappelait mes premières années, plein d'idées, mais le visage marqué par la fatigue de celui qui croit encore que tout dépend de lui. Puis 3 autres sont arrivés, puis 10, jusqu'à ce que je me retrouve à la tête d'une véritable équipe. Nous avons quitté mon ancien appartement, celui qui avait été à moitié détruit après l'incendie, et nous avons déménagé dans de vrais bureaux, propres, lumineux, avec une bonne connexion et des meubles neufs. J'ai même installé un petit bar à café et snack, en plaisantant que c'était le geste le plus corporatif de ma vie. La croissance a été exponentielle. En quelques mois, Silpaz était présent dans plusieurs programmes pilotes du gouvernement et dans des hôpitaux de différentes régions. Chaque nouveau contrat semblait irréel. Le plus curieux, c'est que mes parents ne savaient rien. Je ne l'ai jamais mentionné. Il y avait quelque chose d'amusant à garder le secret, à imaginer leur visage le jour où ils le découvriraient. Le soir, j'observais la liste des clients sur l'écran et je me répétais, voilà ce qu'on doit ressentir quand on devient enfin impossible à ignorer. 2 hivers plus tard, la grande offre est arrivée. Une société internationale de cybersécurité voulait acheter Silpaz pour 50 millions d'euros. Au début, j'ai cru que c'était une blague. J'ai lu l'email 4 fois avant de le transférer à mon avocat, mais c'était bien réel. Quand tout s'est concrétisé, je me suis retrouvé dans une salle de conférence aux parois de verre, regardant les documents finaux. Les chiffres semblaient faux, comme s'ils appartenaient à quelqu'un d'autre. Tout le monde me félicitait, me serrait la main et j'essayais juste de digérer le fait que je n'étais plus le type qui vivait endetté, que je n'étais plus le raté. Avant de signer, j'ai appelé Maurice. Oncle, ça va te faire rire. Si c'est une autre de tes blagues de sécurité informatique, tu ferais mieux de raccrocher, a-t-il répondu à moitié endormi. Non, c'est sérieux. Tu te souviens quand tu as dit que j'apprendrais à atterrir après le crash? Tu avais raison. Ils viennent d'acheter Silpaz. 50 millions. Il y a eu un long silence, puis un sifflement. Eh ben, gamin. Je m'attendais à de bonnes nouvelles, pas à ce que tu deviennes un méchant de film. Je n'oublie pas ce que tu as fait pour moi quand tous les autres m'ont tourné le dos. J'ai déjà mis une part de côté pour toi. Dès que l'accord sera conclu, tu auras ta part. Tu es mon associé, Maurice. Théo, cet argent est à toi. Il est à nous, les jeux coupés. Tu as cru en moi quand personne d'autre ne le faisait. Pour la première fois, il n'a pas eu de réponse sarcastique. Il a juste dit, tu es un homme bon, mon fils. Quand je suis sorti du bâtiment, il n'y a pas eu de célébration. Je n'ai pas acheté de voiture ni organisé de fête. Je suis juste rentré chez moi et je me suis assis sur le canapé, observant l'application de la banque avec un mélange de stupéfaction et de calme. 50 millions d'euros. J'aurais dû me sentir invincible, mais en réalité, un silence étrange m'a envahi, une paix difficile à expliquer. Une semaine plus tard, j'ai acheté un chalet moderne dans les Alpes françaises, un refuge de verre et de bois sombre suspendu à flanc de colline. De ses baies vitrées, je pouvais voir toute une vallée couverte de neige, immobile, presque parfaite. Je ne l'ai pas acquis par ostentation, je l'ai fait parce que j'avais besoin d'espace, le genre d'espace que ma famille n'a jamais su me donner. J'ai conçu chaque recoin avec précision, l'éclairage, les meubles,
les tons du bois, jusqu'aux poignées des tiroirs. Ce n'était pas un lieu de luxe, c'était fonctionnel, intelligent, serein. J'ai engagé Anaïs, une intendante expérimentée dans l'hôtellerie, pour le maintenir en ordre. Efficace, méticuleuse, discrète. Elle gérait l'endroit mieux que de nombreux directeurs d'entreprise. Chaque matin, une tasse de café entre les mains, je me tenais devant les baies vitrées, regardant l'hiver s'accumuler sur les sapins. C'était l'opposé extrême de mon ancien appartement, sans bruit, sans précipitation, sans peur. Pour la première fois, je pouvais penser clairement. Les affaires allaient bien, l'argent n'était pas un problème et je parlais avec Maurice presque tous les jours. La transition de l'entreprise s'est achevée sans heurts et mes investissements assuraient un avenir stable. Tout cela nous amène au jour du message de Noël. Ce matin-là, le téléphone a vibré. C'était de maître Réginald Lemaire, mon père. Le texte disait, cette année, nous ferons un Noël plus restreint. Pas de fainéant, donc seule ta sœur viendra avec sa famille. Même ton, même mépris élégant, comme si c'était une invitation de groupe où, une fois de plus, je n'avais pas ma place. J'ai ri, mais cette fois, ce n'était pas un rire amer. C'était ce genre d'éclat de rire court et sec qui survient quand on comprend, avec une certaine ironie, que certaines personnes ne changent tout simplement pas. Peu importe le nombre d'années qui passent ou le nombre d'occasions qu'elles ont de le faire. J'étais là, près de l'immense fenêtre du salon, tenant une tasse de café chaud tout en observant le paysage qui s'étendait devant moi. Les montagnes semblaient infinies, couvertes d'un manteau de neige qui reflétait chaque éclat de lumière, comme si le monde entier était fait de cristal. Le chemin qui descendait de ma maison se perdait entre les sapins enneigés, s'incurvant with élégance, presque comme si quelqu'un l'avait conçu pour une carte postale. Pendant que je contemplais ce panorama parfait, j'avais le téléphone à la main. L'écran affichait un nouveau message de mon père, Noël restreint cette année, seulement ta sœur et sa famille. Je l'ai lu 2 fois. Puis je l'ai laissé tomber sur la table et j'ai poussé un soupir qui s'est transformé en rire. Oui, un Noël restreint, ai-je murmuré pour moi-même. Restreint, mais sans le seul qui a vraiment réussi quelque chose. Je n'étais plus ce garçon silencieux qui faisait tout pour être accepté, celui qui réparait les lumières au mariage de Violette ou qui demandait de l'argent pour rentrer à la maison. Je ne vivais plus dans l'attente d'un geste d'approbation. Tout ce que je possédais, je l'avais construit de mes propres mains, à partir des cendres et des restes de ce qu'on m'avait dit un jour ne rien valoir. J'avais travaillé des jours entiers sans dormir, programmant, échouant, apprenant. Et quand tout a commencé à fonctionner, quand j'ai enfin pu respirer sans craindre le prochain échec, j'ai compris une chose, je n'avais pas besoin d'être à leur table. Je pouvais construire la mienne. J'ai posé la tasse sur le rebord de la fenêtre et j'ai regardé mon reflet dans la vitre embuée. S'ils ne veulent pas de moi, parfait, ai-je pensé. Mais cette fois, je vais organiser un Noël qu'ils n'oublieront jamais, un Noël où ils n'auront pas leur place, même s'ils la demandent. J'ai pris le téléphone et j'ai composé le numéro de mon oncle Maurice. Il a répondu à la 2e sonnerie avec cette voix rauque qui n'avait jamais changé. Si tu appelles pour te plaindre de tes parents, tu vas devoir attendre ton tour, a-t-il plaisanté. Ce n'est pas ça, ai-je dit en souriant. Cette année, je vais faire quelque chose de différent. Je vais organiser Noël chez moi, dans les Alpes. Ça te dit? Il est resté silencieux un instant avant d'éclater de rire. Bien sûr que oui, gamin. J'amènerai qui tu veux qui n'a pas peur de la neige. Parfait, ai-je répondu. Et dis à tout le monde que cette fois, il n'y a pas d'excuse. Ensuite, j'ai appelé Perrine, ma tante, et des cousins que je n'avais pas vus depuis le lycée. Puis, quelques camarades de mes années à Polytechnique et les premiers employés qui m'avaient accompagné dans les jours difficiles de Silpaz, quand l'entreprise n'était qu'une idée qui vivait dans un garage. L'un après l'autre, ils ont accepté sans hésiter. Personne n'a demandé d'explication, personne n'a demandé si mes parents viendraient. C'était comme si tout le monde avait attendu ce moment pour se réunir à nouveau, loin du poids des comparaisons. Les jours suivants ont été une folie organisée. Anaïs, mon intendante, s'est occupée de tout, vol, réservation, transfert, chambre, traiteur, décoration. Elle semblait avoir un plan pour chaque imprévu. Quand elle a eu terminé, j'avais plus de 30 invités confirmés, un transport privé et un menu qui aurait pu nourrir une armée. La maison s'est transformée, des lumières partout, un sapin de 3 mètres décoré d'ornements artisanaux et une odeur constante de cannelle, de pain et de café fraîchement moulu.
La veille de Noël s'est levée avec une légère chute de neige. À l'intérieur, l'ambiance était tout le contraire, bruyante, chaleureuse, pleine de voix et de rires. Les valises s'empilaient près de la porte et les enfants couraient dans les couloirs, laissant de minuscules empreintes sur le tapis. Quand Maurice a franchi l'entrée, secouant la neige de son manteau, il a éclaté de rire en regardant autour de lui. « Gamin, ce n'est pas une maison, c'est un décor de film. » « Oui, » ai-je répondu avec un demi-sourire, mais cette fois, le scénario a une bonne fin. Il a ri, m'a donné une tape sur l'épaule et a commencé à me présenter à la moitié du clan dont je me souvenais à peine. Les enfants de mes cousins jouaient sur le parquet tandis que dans la cuisine se mêlait l'odeur de la dinde rôtie et les rires. Personne ne faisait semblant. Personne ne surveillait chaque mot pour ne pas heurter les susceptibilités. Pour la première fois, la maison respirait la liberté. Puis un téléphone a sonné. Noé, mon cousin, a regardé l'écran et a haussé un sourcil. « C'est ton père ?» a-t-il dit. « Réponds » ai-je répliqué sans hésiter. Il a activé le haut-parleur. « Salut, tonton Réginald, joyeux Noël » a-t-il salué. De l'autre côté, la voix de mon père semblait irritée. « Où êtes-vous tous ? Ça fait toute la matinée qu'on vous attend. » Les enfants de Violette ont déjà ouvert leurs cadeaux. Noé m'a regardé en retenant un rire. « On est chez Théo, tonton. Dans les Alpes. C'est incroyable. » Il y a eu un silence si long qu'on a entendu le feu crépiter en fond. « Où ça ?» a demandé mon père, sèchement. « Dans le chalet de Théo » a répété mon cousin, et sans en dire plus, il a raccroché. 2 minutes plus tard, un autre téléphone a commencé à sonner. Puis un autre. Cette fois, c'était ma mère. Même question, même ton blessé, même silence quand elle obtenait la réponse. À la fin, l'appel se terminait brusquement. Cela ne m'a pas surpris. Les gens habitués à être le centre de l'univers croient que tout va mal quand ils cessent de l'être. Quand l'heure du dîner est arrivée, Anaïs avait dépassé toutes mes attentes, dinde au four, jambon glacé, purée de pommes de terre, pain maison et desserts de toutes sortes. L'arôme de beurre, de clous de girofle et de cannelle se répandait dans la maison. Dehors, la neige continuait de tomber, mais à l'intérieur, tout brillait d'une lueur chaleureuse. Un instant, j'ai cru être dans l'une de ces publicités de Noël que je voyais enfant, où tout semblait parfait. Vers 20h, on a frappé à la porte. Anaïs est allée ouvrir. De l'autre côté, avec un épais manteau et les cheveux pleins de flocons de neige, se tenait Richard le maire, mon grand-père. « J'ai dit à tes parents que j'étais malade » a-t-il dit en riant, mais je n'allais pas manquer ça. « Bien sûr que non » lui ai-je répondu en le serrant dans mes bras. « Entre, grand-père. » Il s'est arrêté pour regarder autour de lui avec un mélange de fierté et de surprise. « C'est impressionnant, Théo. Tu as enfin réussi. » Il était temps que quelqu'un s'en rende compte, ai-je plaisanté en lui tendant une assiette. « Crois-moi, tout le monde l'a remarqué » a-t-il dit avec un sourire malicieux. « Ta mère est en train d'appeler la moitié du groupe de la paroisse pour essayer de savoir comment tu as fait tout ça. » La soirée a avancé, enveloppée dans cette joie que seules les réunions sincères peuvent provoquer. Entre le bruit des verres, les conversations croisées et les rires, quelqu'un a pris une photo près du sapin. Puis une autre, et une autre. En quelques minutes, les réseaux sociaux se sont remplis de publications « Noël dans le chalet de Théo ». La vue est incroyable. En l'espace d'1 heure, ma boîte de réception a explosé de mentions, de tags et de messages. Vers 22h, j'ai reçu un message de Violette. « C'est ta maison ? Je n'arrive pas à y croire. » Je l'ai regardé un instant et j'ai répondu « Oui. » Noël restreint cette année. J'ai posé le téléphone et je suis retourné dans le salon. Maurice était près de la cheminée, tenant un verre de soda et observant tout le monde avec un calme satisfait. « Regarde autour de toi, mon fils » a-t-il dit en désignant le salon plein de monde. « Tu as construit quelque chose de réel. Pas seulement du succès ou de l'argent, ça, c'est un foyer. » J'ai hoché la tête, laissant la chaleur du feu m'envelopper. Et sans avoir à chanter un seul chant de Noël pour attirer l'attention, ai-je plaisanté. Il a ri de bon cœur et a trinqué à nouveau. La neige continuait de tomber dehors, silencieuse, constante. À l'intérieur, la lumière était chaude, l'air sentait le pain et les rires se mêlaient à la musique. J'ai observé ma famille, mes amis,
tous ceux qui avaient un jour cru en moi alors que même moi, je n'y croyais pas. Pour la première fois, je n'étais pas le garçon invisible observant de l'extérieur. J'étais l'homme qui avait ouvert sa porte, celui qui offrait un endroit à tous ceux qui s'étaient un jour sentis exclus. Et au milieu de tout ça, j'ai su avec certitude que mes parents, dans un salon silencieux quelque part, regardaient leur téléphone et comprenaient l'inévitable. Noël avait suivi son cours, et cette fois, il s'était déroulé sans eux. Le lendemain matin, encore à moitié endormi, mon téléphone a commencé à vibrer sans relâche. Sur l'écran, le nom de papa brillait avec insistance. J'ai répondu d'une voix rauque. Bonjour. Tu nous as couverts de honte, Théo, a-t-il lâché sans même me saluer. Tout le monde parle de ton spectacle de Noël. Qu'est-ce qui t'a pris? Je me suis assis sur le lit en me passant une main sur le visage. Je voulais juste profiter d'un Noël avec des gens qui sont vraiment là quand ça compte. C'était notre Noël, a-t-il craché. Tu l'as gâché. Tu as invité toute la famille et nos amis sans rien nous dire. Pas exactement, ai-je répondu calmement. J'ai invité les personnes que vous avez laissées de côté. Ce n'est pas la même chose. En arrière-plan, j'ai entendu la voix de maman, chargée de drame. As-tu idée de l'image que tu nous donnes? Tout le monde a vu les photos en ligne. Ton chalet, la fête, même ton grand-père. On nous appelle pour nous demander pourquoi nous n'étions pas là. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Ça vous surprend vraiment? Le fils raté que vous n'avez pas voulu inviter était l'hôte. Je suppose que ça fait mal. Papa a expiré bruyamment. Je ne vais pas discuter avec toi. Dis-moi juste une chose. Comment as-tu payé tout ça? Voilà la vraie raison de son appel. Je me suis levé, j'ai marché jusqu'à la baie vitrée et j'ai regardé la neige tomber en silence sur les montagnes. Tu te souviens de Silpaz, ai-je demandé. Ton entreprise de technologie. Oui. Qu'est-ce qu'il y a avec ça? Je l'ai vendu, ai-je dit, pour 50 millions d'euros. Le silence qui a suivi était si épais qu'il semblait remplir la pièce. 50 millions, a répété maman d'une voix tremblante. C'est ça. Avec un M. Papa a laissé échapper un bruit entre l'incrédulité et la rage. Tu plaisantes? Non. Si tu regardais autre chose que la page du cabinet d'avocat de Violette, tu le saurais. Ils ont commencé à parler en même temps, mais au milieu de la confusion, ce qu'ils pensaient vraiment a filtré. Nous sommes ta famille, Théo. Cet argent nous appartient d'une certaine manière, a dit maman. Pardon, ai-je répondu, comment ça? Nous t'avons aidé pendant des années. Nous t'avons soutenu à l'école. J'ai ri. Me soutenir? Vous m'avez ignoré, traité d'inutile et effacé de toutes les célébrations familiales. Si c'est ça le soutien, alors il faut redéfinir le mot. Ne sois pas absurde, est intervenu papa. Sans nous, tu ne serais pas là où tu es. À ce moment-là, Richard, mon grand-père, est entré dans la cuisine en peignoir et avec une tasse à la main. Qu'est-ce que c'est que ces cris à cette heure, a-t-il demandé. Je lui ai fait un signe et j'ai mis le téléphone sur haut-parleur. Il faut que tu entendes ça, lui ai-je dit. La voix de maman a résonné, forte et claire. Théo, on ne demande pas grand-chose, juste quelque chose de juste. Une part familiale. Le grand-père a posé sa tasse et s'est penché vers le téléphone. Vous avez un toupet monumental, a-t-il dit d'une voix ferme. Papa, a tenté de répliquer mon père. Ni papa ni rien du tout, l'a-t-il interrompu. Vous avez méprisé ce garçon pendant des années et maintenant vous pleurez parce qu'il a réussi sans vous. Honte à vous. Maman a balbutié quelque chose d'incompréhensible, puis Violette, ma sœur, est intervenue. Grand-père, ce n'est pas comme ça. Notre Noël semblait vide comparé au vôtre. Tout le monde demandait pourquoi nous n'étions pas venus. Le vieil homme ne s'est pas laissé manipuler. La prochaine fois, comportez-vous comme une famille avant de vous plaindre de ne pas être invité. Le silence qui a suivi a été si absolu que même le feu dans la cheminée semblait s'éteindre. Finalement, papa a marmonné quelque chose à propos de reparler plus tard et a raccroché. Le grand-père a souri, satisfait. Ça valait le coup, a-t-il dit. Plus que le café, ai-je répondu. Laisse-les, a-t-il ajouté. Tu t'es enfin débarrassé d'un poids. Et il avait raison.
Le reste de la journée s'est déroulé dans un calme étrange, presque parfait. Dehors, la neige recouvrait tout d'un silence pur. Oncle Maurice et moi avons fini dans une bataille de boules de neige contre un groupe d'enfants qui nous a battus sans pitié. La cuisine sentait les crêpes et le café fraîchement préparé. À la tombée de la nuit, je me suis assis devant le feu à côté de Richard. « Tu sais » a-t-il dit en regardant les flammes. « Ce n'est pas l'argent qui te sépare d'eux, c'est la dignité. » Et cette fois, j'ai répondu, je n'ai pas l'intention de la donner. Le vieil homme a hoché la tête et a levé sa tasse. Trinquons à ça. Des heures plus tard, avant de dormir, j'ai vérifié mon téléphone. Il y avait un nouveau message de Violette. Je suis désolé, Théo. J'ai été injuste. J'ai toujours été jalouse parce que tu as osé suivre tes envies. J'espère qu'un jour nous pourrons parler. Je l'ai lu, je l'ai sauvegardé et j'ai éteint l'écran sans répondre. Non pas parce que je gardais de la rancune, mais parce que je n'en avais plus besoin. Dehors, la neige continuait de tomber lentement, couvrant les traces de la journée. Le feu a crépité une dernière fois et, pour la première fois depuis des années, j'ai dormi sans me sentir coupable. Je n'ai pas gagné une bataille, j'ai simplement fermé une porte et de l'autre côté, enfin, j'ai trouvé la paix. Cette histoire vous a plu? Laissez un commentaire et abonnez-vous pour soutenir la chaîne. D'autres histoires arrivent bientôt.